vous accueillir sur ma chaîne pour parler cinéma. Et je vais vous parler de 4 films que j'ai vus plus ou moins récemment ces derniers jours ou ces dernières semaines. Voilà, c'est 4 films où j'avais pas eu le temps de faire une critique, hein. C'est un peu le rattrapage, hein, si je puis dire. La vidéo va se découper en 2 parties. Dans la première partie, nous allons parler de Vice, Green Book et The Mule. Tout simplement parce qu'ils ont un sacré point commun les uns les autres, hein. Car ce sont tous les 3 des histoires vraies, c'est-à-dire des adaptations de la vie réelle en film au cinéma. Et je vais terminer cette chronique avec Glass, le film de M. Shyamalan, la suite de Incassable et de Split. Voilà, dans cette partie, nous spoilerons, voilà, parce que c'est très dur de parler de Glass sans spoiler. Donc voilà, tu l'as compris, allez, c'est parti. Que nous propose Adam McKay sont carrément passionnants. Il nous propose des choses totalement différentes de ce qu'il proposait avant. Nous sommes à la limite du journalisme et c'est vraiment super cool. Eh bien oui, parce que la filmographie de Adam McKay était essentiellement composée de comédie. Et en plus de ça, c'était pas vraiment de la comédie extravagante, hein. Ricky Bobby, Roi du circuit, Frangin malgré eux, Very Bad Cops, enfin bref, tu l'auras compris, c'est de la grosse comédie familiale, c'est du niveau de nos comédies françaises, hein, mais à l'échelle américaine. Mais en 2015, Adam McKay change totalement son fusil d'épaule et s'oriente vers un tout nouveau genre de cinéma. Il sort sa première adaptation de vie réelle, The Big Short. Son film Vice rentre carrément dans la lignée de The Big Short, un film qu'il avait réalisé sur la crise financière de 2008. Et d'ailleurs, pour tous ceux qui n'ont pas vu The Big Short, je vous le recommande, il est disponible sur Netflix. En plus, c'est pas beau ça? Premier point très important en parlant de Vice. La première chose à savoir, c'est que lorsque l'on sort de la salle, après avoir vu le film, on a la sensation de ressortir plus cultivé, d'avoir appris quelque chose et d'avoir renforcé notre culture générale. Et puis ça reste important de souligner, hein, parce que c'est pas tous les films qui font cet effet. Le film Vice pointe du doigt les défaillances politiques et surtout les possibilités qu'on a lorsqu'on a le pouvoir. Tout au long du film, nous constatons des abus de pouvoir politique. Eh bien, quand je voyais tout ça, ça a vachement fait écho avec ce qui se passe en France actuellement, ou du moins ces dernières années. Ouais, bon là, le mec, il va clairement passer en mode parano. Que ce soit les détournements de fonds de Nicolas Sarkozy il y a quelques années de ça, les dictateurs africains placés par le gouvernement français en Afrique, et je vous parle même pas de l'affaire Benalla. Bon ok là, attention, je ne suis plus du tout en train de parler de cinéma, hein, plutôt politique. Et je sais que la politique c'est quelque chose de très subjectif et tout le monde a son avis. Mais pour revenir au film Vice, on a la possibilité de se rendre compte du vice du pouvoir. Comment t'as kiffé le jeu de mots, c'est trop. Si vous avez Netflix, je vous conseille dans un premier temps de regarder The Big Short. Et si la filmographie de Adam McKay vous plaît, allez-y, foncez voir Vice. Il a un style de mise en scène très particulier et un style de montage totalement innovant et assez atypique. Je vous recommande, le scénario est cool, c'est une histoire vraie. Vous le savez à quel point j'aime les histoires vraies. Je vous recommande d'aller voir Vice au cinéma. Il est en salle actuellement. C'est un plaisir. Les amis, changement de registre, nous passons de l'abus de pouvoir au racisme et la musique. Nous allons suivre tout au long du film un videur italiano-américain qui vit dans le Bronx et qui va accompagner Don Shirley aux 4 coins des États-Unis afin de faire des concerts. Le film nous présente donc un road trip tout en émotion qui va nous faire voyager à travers le racisme dans les années 1962. Et ce film a vraiment quelque chose d'exceptionnel et d'unique. Malgré son sujet difficile, ce film est un feel-good movie. Et si tu te demandes qu'est-ce que c'est un feel-good movie, c'est très simple, c'est un film qui rend de bonne humeur. Le film traite un sujet super difficile avec une onde de positivité mais juste exceptionnelle et redonne foi à l'humanité. On ne tombe pas du tout dans les travers habituels des films qui traitent les problèmes raciaux. C'est-à-dire que là on est très éloigné de la haine, l'injustice et tout cet univers cruel qu'il y a autour de ces films habituellement. Bah ouais, parce que quand tu regardes des films où les blacks s'en prennent plein la gueule et parce que c'est des périodes de l'humanité qui sont juste horribles, 1962, c'est l'année de Martin Luther King, hein, c'est le bordel, hein, ça donne pas envie de regarder. Hein. Je vais prendre un exemple, le film de Black Ku Klux Klan Man de Spike Lee. À la fin du film, on se mange 5 minutes sur la situation du racisme aux États-Unis. Vraiment, t'es dans le bad, hein, je te le dis. Hein. Tu ressors de la salle, t'es là en mode... Ah ouais, ça existe encore. Mais là, non. Green Book trouve le moyen, mais d'illuminer ce sujet
et d'en faire quelque chose de positif et partager quelque chose de positif à travers un sujet aussi sensible sans jamais, à aucun moment, minimiser ou dénigrer ce qui s'est passé. On est pris dans l'émotion, il y a des moments effectivement qui sont durs à vivre et qui sont forts, mais la fin du film envoie une onde de positivité qui donne envie de croire que les choses changent et franchement ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Et bordel, c'est une histoire vraie. C'est une vraie histoire, ça a vraiment existé. Tout le monde devrait voir ce film. Clint Eastwood est né le 31 mai 1930, c'est-à-dire qu'il a actuellement 88 ans. Ouais, bon, je te fais pas de dessin. En gros, le mec, il est vieux et tu lui dois le respect. La Mule, de son nom français, raconte l'histoire de Earl Stone, un vétéran de la guerre du Vietnam, incarné par Clint Eastwood. Earl va se retrouver malgré lui contraint à travailler pour un cartel de drogue, afin de subvenir à ses besoins et ses obligations financières. Ce film est un vrai transfert d'émotions, il est touchant et surtout attachant. Et sans prendre en compte le scénario, les images ou encore les émotions que transmet le film, Clint Eastwood a 88 ans, c'est une vraie performance et juste pour ça, il faut voir ce film. J'ai passé un super moment devant ce film, il est prenant et il est tout en émotion, c'est vraiment un film que je recommande. Néanmoins, j'ai trouvé le message moins impactant et moins intéressant que les deux premiers films, donc si jamais j'avais un classement à vous faire, je vous conseillerais de voir Vice et Green Book en premier, et si vous avez du temps, allez voir The Mule avec Clint Eastwood. Voilà. Nous allons passer à la section spoil. Donc si tu veux pas voir le spoil du film Glass ou que tu n'as pas encore vu Glass, je t'invite à ne pas regarder. Et si jamais tu t'en fiches de Glass et que tu veux quand même être spoilé, je t'invite à nous rejoindre. Si tu quittes cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, liker, tu connais. Et puis on se retrouve pour la section spoiler pour tous ceux qui restent. Allez, ça fait plaisir. Incassable est tout simplement l'un des tout premiers films de super-héros réalisé par M. Night Shyamalan. Ce premier volet sera un succès et son réalisateur aura qu'une seule chose en tête, vouloir réaliser une suite, Incassable 2. Malheureusement, suite à divers problèmes financiers et surtout un manque de soutien des productions, Incassable 2 ne verra jamais le jour. Et c'est donc dans une grande déception que ce film rentre dans la case sans suite. Mais en 2017, M. Night Shyamalan, le roi des twists, nous réserve une super surprise. Car à la fin de son film Split, nous découvrons qu'il est lié directement à Incassable et qu'il est potentiellement une suite. Split est automatiquement un énorme succès et ce qui devait arriver est arrivé. M. Night Shyamalan nous annonce une suite et donc une trilogie. Incassable, Split et Glass. Bruce Willis reprend donc son rôle de David Dunn 19 ans plus tard et la question que tout le monde se pose, qu'est-ce que ça va donner? Bon, nous allons parler des points qui font que je ne suis pas totalement emballé et satisfait de ce film. Nous allons partir du principe que Incassable est le film de David Dunn. Jusque là, logique, hein, il est au centre du film, on voit que lui, c'est le film de David Dunn. On part du principe que Split est le film de Kevin. Encore une fois, là c'est logique. On les voit même pas les autres dans le film. Tout en toute logique, ce film-là devrait être le film de Elijah Price, aka Samuel L. Jackson. Et ben voilà. Premier problème. J'ai la sensation, en ayant vu Glass, que Samuel L. Jackson était sous-exploité. C'est l'impression que j'ai eu. Bon, il parle pas déjà. Déjà, ça c'est problématique. Oui, ils ont voulu faire le mec. Non, ça m'a fatigué. Je vous dis la vérité, ça m'a fatigué. Je le voyais beaucoup plus au centre du film, mais vraiment, vraiment plus. Pour moi, c'était normal de commencer le film avec David Dunn. Il retrouve la bête, etc., etc. Mais dès l'instant où on rentre dans l'hôpital psychiatrique, James McAvoy est beaucoup, mais beaucoup trop mis en avant. Voilà, on le voit trop, le décuplement de ses personnalités, il est trop mis en avant. J'ai eu l'impression de voir un deuxième Split, et à contrario, je m'attendais à voir Elijah Price, vraiment, mais au cœur de l'écran. J'ai eu cette sensation qu'il était sous-exploité. Ah, tu vas me dire, oui, mais il était au cœur de l'intrigue, et puis le dénouement final, c'est lui. Je m'en fiche. On va en parler du dénouement final, mais je m'en fiche, j'aurais aimé vraiment qu'il soit au centre du film, du début à la fin, et là j'ai eu la sensation que, voilà, pendant les 3/4 du film, il est anesthésié, enfin du moins il fait semblant, et
Et voilà, ça me dérange. Le deuxième point va vraiment être le rythme du film. Les 15 premières minutes sont un putain de régal. La mise en scène est juste exceptionnelle, le premier affrontement est juste fantastique, j'ai adoré. C'est sombre, c'est beau, c'est classe, c'est fort, c'est cool. Le film commençait mais trop bien. Et après ça, dès l'instant où ils se font attraper, après les 15 minutes là, il y a une espèce de cassure dans le rythme et on se retrouve avec plus d'1 heure de scène mais platonique. Et franchement, ça m'a fait mal. Et vous vous en doutez, on arrive au troisième point et forcément le troisième point est la fin. Non mais sérieux. Non mais sérieux. Il fait mourir Bruce Willis dans une flaque. On est d'accord, il a quand même rien respecté là, comme il a vraiment rien respecté quoi. Et puis c'est bizarre, j'ai l'impression que toutes ces scènes à la fin, elles ont une aura chelou, une sensation de pas bien maîtriser, il y a des choses qui sont incohérentes, on comprend pas trop, tout va trop vite. Par exemple, lorsque son père il se noie, le fils il fait quoi? Il fait rien, il voit pas, on comprend pas. C'est super bizarre en fait. Puis toi dans ta tête ça te crée une espèce de bordel psychologique, d'incompréhension et de... c'est limite... Mais comment tu peux venir là-dessus quoi? C'est une trilogie, c'est une histoire de ouf, l'histoire était déjà trop belle. Et puis je comprends pas, on comprend pas en fait, c'est bizarre. Non puis sérieux, le coup de à la fin, la vidéo, ça a été filmé, on envoie ça sur le net, tout le monde peut les voir. Pareil, j'ai pas trouvé ça très crédible, mais j'ai trouvé que comme plan machiavélique, c'était un peu limite hein. Non puis réellement, monsieur tout le monde, il voit cette vidéo et il se dit, bah c'est un fake en fait. Ça cogite même pas, tu vois. Et puis t'as des mecs comme Hardisk qui vont arriver et qui vont dire comment ils ont fait les effets spéciaux de cette vidéo. Tu vois, et puis c'est fini. Il est mort pour rien. Enfin voilà, quoi. Malgré tout, ça soulève une certaine réflexion. Et si tout cela était fait exprès? Cette trilogie a toujours été borderline. C'est-à-dire qu'elle est réaliste. Du moins, elle semble réaliste. Toute l'œuvre de Shyamalan tourne autour de ça. S'il y avait des super-héros dans notre monde, ça ressemblerait à ça. C'est proche de la réalité et c'est proche de nos possibilités. Donc oui, cette fin est chaotique, voire pathétique dans le cas de David Dunn, mais j'ai la sensation que Shyamalan laisse un message. Les super-héros, ça n'existe pas. Ou alors c'est peut-être pour prendre à contre-pied la multitude de films de super-héros qui existent désormais depuis les années 2000, depuis la création de Incassable, que ce soit le MCU ou le DCU, il y a beaucoup de films de super-héros. Peut-être voulait-il tout simplement prendre à contre-pied toutes ces œuvres et montrer que l'héroïsme, eh bien, ça peut avoir un point de vue différent. S'il y a bien une chose qui m'intéresse à la fin de cette vidéo, c'est ton avis sur le film Glass et surtout la fin, qu'est-ce que tu en as pensé? Donc n'hésite surtout pas à me le dire dans les commentaires, j'y tiens énormément et je t'y répondrai. Il est aussi important de souligner que j'ai tout de même apprécié le film. J'ai passé un bon moment, certes frustrant, mais c'est un bon film que je recommande tout de même, surtout si vous avez vu les 2 premiers films de la trilogie. Voilà, nous arrivons à la fin de cette multicritique. Je t'invite à t'abonner et surtout à laisser dans les commentaires ton avis sur la fin de Glass ou encore si t'as aimé les autres films, ton avis sur les autres films et surtout si tu as des films à me conseiller. Moi voilà, cette période j'ai vu ces films là, je vous en conseille 4. Vous conseillez-moi des films. Je sais que certains d'entre vous m'ont demandé d'aller voir Nicky Larson et d'autres films comme ça, donc n'hésitez pas. Remettez-les-moi en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre et on se retrouve prochainement. C'était Superman, pour vous servir, à Buton Metropolis. Salut, on se retrouve à la prochaine vidéo, abonne-toi et...